Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Franck Fortuné, délégué général de la CIRMA. Nous n'avons pas tous nos intervenants, donc on m'a attribué un titre provisoire, une fonction provisoire. Je suis désormais chauffeur de salle pendant les 4 prochaines minutes. Donc je vais essayer d'improviser dans ce rôle-là. On va démarrer une belle séquence sur les acronymes, donc j'espère que vous êtes toutes et tous prêts à cette séquence. Qui se reconnaît dans l'acronyme ECSI? Pour qui c'est la bataille, la chapelle principale? Les ECSI-esques, levez la main. Ok. Ok. Qui se reconnaît plutôt dans l'EDD? Ouais. L'EDD. Volontairement, je ne définis pas les acronymes. Hein. L'EAC. Ah, ok. Est-ce qu'il y a d'autres acronymes qui commencent par un E? ECM. Qui se reconnaît dans l'ECM? Ok. Très bien. Je vois que certains se reconnaissent dans plusieurs acronymes. C'est très bien. Ok. Bon, on va démarrer et ça fera venir nos derniers intervenants. Donc, vous l'avez compris, depuis ce matin, on vous déroule une série d'acronymes et on essaye de faire des ponts, des passerelles entre ces différents mouvements d'éducation A. Et comme mes collègues ne m'aiment pas beaucoup, ils m'ont dit, bon, bah Franck, toi, tu vas t'occuper de la séquence politique publique et éducation A juste après le déjeuner. Juste au moment où les gens, voilà, ils cherchent là encore la caféine, ils sont sur le moment de la digestion. Donc je prends le pari, je relève le pari que vous soyez dynamique et interactif. Et de toute façon, je ne vous laisserai pas le choix. Donc depuis ce matin, nous avons des organisateurs qui vous ont présenté chacun leur acronyme. Moi-même, j'ai le mien. Je suis de la CIRMA. On a eu la CREAD, le F3E, RBS, en tant que co-organisateur de l'événement. Et maintenant, nous allons avoir un panel d'acteurs pour nous parler politique publique. Donc, je vais leur demander, quand je vais les nommer, qu'ils puissent venir s'installer. Et je vais commencer par Janaïna Pesley, du MCJVA, chargé de mission à l'action internationale jeunesse au Bureau des relations internationales. Vous allez nous parler de la DRAGES, de l'INGEP, des CES, de l'ACM, de l'OFAGE, de l'OFQJ. Je vous donne votre petit chevalet. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin aussi de Lucas Pedrol Margalet. Vous travaillez au MAE en tant que conseiller politique. Vous allez nous parler FONGEP, JSI, VVSI, des OSC, ISI, VEC et autres CSI. Je vous donne votre petit chevalet. Je vais avoir besoin de l'aide aussi du MASA avec Rachid Ben Lafki, que j'invite à s'installer. Vous êtes chargé de mission coopération internationale EXI au MASA. Vous allez nous parler ECSI, MFR, JIEE, FP, CA, CUMA, PNR et d'éducation AA. Voilà, vous nous en direz plus. La foule est impatiente. J'aurais besoin aussi de Julie Boulet. Julie Boulet, vous travaillez donc au MTECP en tant que chargée du pilotage des réseaux d'acteurs territoriaux. Vous nous allez parler d'EEDD ou peut-être de DD, on verra, du REN, des CPIE, des AREPE et autres DD et DATPA. C'est ce qui est surtout très important sur ce dernier point. J'appelle également pour m'aider dans la tâche Béatrice Chetin. Béatrice Chetin, vous êtes chargée de mission au MEN qui a perdu le J. Vous allez parler d'EDD avec les associations comme ACM, ACE, des parcours PAC, PC, du FDVA, du SNU et du SC surtout, sans oublier le CVL, le MDL et les partenaires FOL, FLLE, EAFF. Surtout ces partenaires-là qui sont les plus importants. Et enfin, j'avais une dernière intervenante, Gaëlle Rougier, élue adjointe déléguée à l'éducation à la ville de Rennes, qui allait nous parler breton. Et voilà, visiblement, c'était
pas possible pour des raisons de traduction. Voilà, on n'a pas eu le budget pour ça. Donc du coup, peut-être que Madame Rougier nous rejoindra plus tard. Suspense. Ah, Madame Rougier. Bonjour, installez-vous. Alors oui, non, j'ai honte maintenant qu'elle est là. C'est notre seul élu, en plus, autour de cette table. Donc je vais quand même lui coller une série d'acronymes, puisque vous allez nous parler ECSI, de la MIR, du CRIDEF, de RBS, de ADRI, Bretagne, et de beaucoup d'autres d'acronymes, comme nos collègues ici présents. Alors, je vous fais une petite introduction quand même sur la question des politiques publiques et des éducations A. Parce que quand même, il faut dire que l'atelier est pas extrêmement bien parlant de prime abord. Alors, si on réfléchit un peu comme ce matin, dans l'excellente introduction qui nous a été faite sur les éducations A, si on réfléchit à cela sous l'angle des politiques publiques, on pourrait dire qu'il existe de nombreux instruments de politique publique que vous connaissez, qui font la part belle à différentes formes d'éducation populaire, soit dans une approche sectorielle, on l'a vu, la culture, la jeunesse, le développement durable, la solidarité internationale, soit dans des approches thématiques, la défense des droits, la citoyenneté, soit qui ciblent en particulier un public, les scolaires, la jeunesse ou autres. Certaines de ces politiques publiques s'expriment soit sous forme de soutien direct, et on pense souvent, lorsqu'on est une association, au soutien financier, à travers notamment des appels à projets, mais ça peut être aussi des mesures incitatives, juridiques, réglementaires, de labellisation, de certification, ou encore la création d'espaces de dialogue sur ces politiques publiques, ou encore des espaces, comme aujourd'hui, lorsqu'on se réunit lors d'événements pour entrer en dialogue avec ces différents secteurs de politique publique. Donc une politique publique, ça se fait et ça se défait dans une interaction complexe entre les institutions et ce qu'on pourrait appeler la société civile, au premier rang d'entre elles, les nombreuses associations que vous représentez aujourd'hui. Donc les instruments d'action publique, si on affine un peu l'analyse, sont un peu des espaces de transaction, finalement, pour mettre en œuvre des politiques publiques. Et donc c'est à cette interaction qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Parce que vous l'avez compris, chacun est dans son couloir de politique publique, d'acronymes et d'enjeux. Et il est difficile pour les gens qui ne sont pas dans ce silo de comprendre le silo d'à côté, à commencer par les acronymes et surtout les enjeux et les acteurs. Donc cette table ronde, je vous l'ai dit, elle est mal nommée parce qu'il ne s'agit pas de mettre d'un côté les politiques publiques et de l'autre des mouvements d'éducation A, d'un côté des dispositifs et de l'autre des initiatives, d'un côté le bailleur et de l'autre le bénéficiaire, d'un côté l'offre et de l'autre la demande. On va plutôt partir dans cette table ronde sur une approche qu'on pourrait qualifier, si on était un peu dans une approche universitaire des concepts, dans une approche interactionnelle. Interactionnelle, je sens que je vous perds là. Je sens que la caféine n'est pas encore passée. Bon, bah alors on va changer. On va faire quelque chose qui nous correspond dans les mouvements d'éducation populaire. Oubliez l'approche interactionnelle. Tout ceci est un théâtre. Et comme dans tout théâtre, nous pouvons dire que la scène de l'action publique, sur laquelle nous sommes aujourd'hui, cette scène de l'action publique, dans chaque scène, il y a une troupe d'une éducation A qui doit savoir lire son scénario. Autrement dit, lire les enjeux, le calendrier, les espaces de dialogue, les controverses, les acteurs clés, les messages et le public cible. Pour les personnes qui sont en dehors de chacun des champs qui va être présenté, ça apparaît comme une jungle d'acronymes. Heureusement, nos intervenants sont là pour un peu nous aider à décrypter cela. Et comme c'est une pièce de théâtre et que j'ai décidé de désobéir sur le nom même de cette conférence, nous allons appeler comme toute bonne pièce de théâtre, en attendant le quiproquo, pour faire hommage à Samuel Beckett. Donc, comme toute pièce de théâtre, il y aura 3 séquences que je vais vous proposer. Une première séquence, du coup, plutôt d'exposition des enjeux et des éléments de décryptage qui nous permettent de planter un peu le décor sur chacune de ces politiques publiques. Une deuxième séquence de questions qui sera plus consacrée aux problématiques,
à la façon dont vous rentrez aussi en dialogue autour de ces politiques publiques. Et puis une troisième séquence, vous le savez, puisque vous êtes tous des amateurs de théâtre, qui concerne plutôt le dénouement, en fait. Le dénouement de cette action publique, de ces politiques publiques, en s'intéressant plus particulièrement à la question de l'évaluation et de la façon dont il peut y avoir un dialogue interministériel, mais aussi à plusieurs échelons de l'action publique sur ces mouvements d'éducation A. Est-ce que vous me suivez toujours dans la salle? Ouais. Ok. Parfait. Donc on commence sur notre première séquence concernant la présentation et le décryptage. Je n'ai pas d'ordre particulier, si ce n'est peut-être de laisser la place d'abord aux locaux de l'étape, en interrogeant d'abord Madame, Madame Rougier, sur quelles sont pour vous les différentes orientations qui guident vos politiques publiques en matière d'éducation à quelque chose. Est-ce que vous pourriez nous les décrypter en termes d'enjeux, en termes de dispositifs et de vos échelles d'intervention? J'ai 1 heure, c'est ça? J'ai 1 heure pour toi. 1 heure et demie, mais pour vous 6. Alors, déjà, désolée. Bon, à ma décharge, c'était bien 14h30 à mon agenda, donc voilà. Toutes mes excuses. Juste, peut-être déjà expliquer d'où on parle, enfin, parce que quand on parle de la ville de Rennes, dire que la ville de Rennes est dite ville éducatrice, en fait, c'est une ville où la politique éducative est assez ancienne. On en est à notre 3e projet éducatif local, qui est un projet d'éducation populaire, en fait, à part entière. Je le dis parce qu'il est difficile de le faire reconnaître parfois. Il est difficile de faire reconnaître que les collectivités territoriales peuvent porter un vrai projet d'éducation populaire. Donc je suis là aussi pour revendiquer ça. Rennes, on est déjà en interne, on est organisé entre élus pour essayer justement de combattre ces effets de silo qui ont déjà été évoqués dans les politiques publiques déjà en interne. Donc, j'anime un groupe de travail d'élus. Alors, ça peut paraître anodin, mais ça veut dire plein de choses aussi dans la façon dont on conçoit, nous, notre politique publique d'éducation. C'est-à-dire que j'anime un groupe d'élus qui va de la petite enfance jusqu'aux jeunes adultes, l'insertion des jeunes adultes en passant par les adolescents. Donc, voilà, qui va de la crèche jusqu'à l'entrée dans la vie active. Et puis, Rennes est membre de l'Association internationale des villes éducatrices. Alors ça aussi, ça veut dire quelque chose parce qu'on est membre fondateur avec la ville de Barcelone. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez le modèle barcelonais, mais le modèle barcelonais d'éducation, il s'est construit en période post-franquiste, suite au trauma en fait, du franquisme. Et l'idée, c'était vraiment de reconstruire un projet de société qui place l'éducation en son centre, en son cœur, pour réapprendre en fait à vivre ensemble en posant un certain nombre de droits et de fondamentaux, de valeurs. Et d'ailleurs, la charte de l'Association internationale des villes éducatrices pose bien la question de l'égalité. Mais là, c'est ancien, mais c'est l'égalité, c'est le faire avec les usagers des politiques publiques. Donc la dimension participative est complètement intégrante de la démarche. Et puis ça va jusqu'aux derniers enjeux posés, c'est-à-dire l'accueil, la solidarité avec les migrants, la prise en compte des enjeux de la crise climatique et donc des transitions nécessaires, etc. Donc vous voyez, c'est cet esprit-là qui habite le projet éducatif de la ville. Et la ville éducatrice, en fait, ça veut dire quoi aussi? C'est que n'importe quel espace, qu'il soit social ou qu'il soit géographique, peut être le support à une éducation, à quelque chose. Voilà. Et c'est important aussi de le dire parce que l'éducation, on est quand même dans un pays où tout est centré sur l'école. Et en fait, plein de choses se passent à l'école, mais il y a plein de choses aussi qui se passent en dehors de l'école. Et donc, l'idée, c'est bien de travailler aussi tous ces espaces en dehors de l'école et surtout, et le lien entre l'école et les espaces en dehors. Et donc, l'éducation A, ça se porte soit en partenariat avec l'éducation nationale, avec les enseignants au quotidien. On a un certain nombre d'actions éducatives qui sont portées avec l'éducation nationale. On a notamment Monsieur Guillerme, d'ailleurs il aurait pu le dire ce matin, qu'on est quand même la première ville 100% EAC de Bretagne et même de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ça a été très porté aussi par l'Académie
de Bretagne, et donc ça a été très porté par l'Éducation nationale. Parce que j'ai vu que dans la petite préparation, présentation que vous nous avez envoyée, on pouvait aussi expliquer parfois les freins. Et alors, les freins, c'est à partir du moment où on dit sortir des silos et travailler ensemble, ça veut dire qu'il faut des gens qui portent dans chaque institution, voilà, que chaque acteur soit porteur. Il faut des espaces de dialogue, effectivement, il faut des espaces de coordination, et la coordination, c'est aussi du temps. Moi, je travaille maintenant, ça fait 4 ans maintenant que je suis adjointe à l'éducation. Je constate que le temps est une denrée rare, et pour tout le monde, mais notamment pour les enseignants, pour le corps enseignant. Et pourtant, on a besoin, et ils ont besoin de ce temps-là pour pouvoir travailler ensemble. Et donc, c'est toutes les actions éducatives sur temps scolaire qu'on soutient. On a une offre, une sorte de en lien, soit en lien avec des associations, soit c'est des services municipaux qui proposent une offre ou qui proposent de co-construire avec les enseignants des projets pédagogiques sur temps scolaire. Il y a une grosse enveloppe qui est allouée, c'est quasiment 1 million qui est alloué au projet pédagogique là, des enseignants. Et c'est toujours co-instruit entre nous. Nous, on a notre grille de critères, voilà, c'est de l'argent de la ville, donc clairement, on a une grille de critères, mais on est toujours avec les CPC, donc avec les conseillers pédagogiques de circonscription et les IEN, les inspecteurs de l'éducation nationale, et donc c'est co-instruit et co-construit avec eux. Et donc ça, cet espace de dialogue, il fonctionne très bien. Là où c'est plus parfois compliqué, c'est pour d'autres, pardon. Peut-être pour que je ne sois pas qualifié de mauvais metteur en scène par mes collègues, effectivement, vous anticipez peut-être sur les freins et les problématiques sur la deuxième séquence. Je vous remercie pour le propos éclairant de ce que fait la ville de Rennes, et on voit bien comment vous partez des enjeux jusqu'au dispositif. Et il y aura peut-être des questions en ce sens-là. Vous avez parlé des différents aussi échelons de l'action publique. Vous êtes à l'échelle de la ville de Rennes. Peut-être qu'on peut prendre un premier regard d'un autre échelon de l'action publique, et peut-être dans un autre secteur encore, en prenant peut-être en donnant la parole à Lucas. Lucas, est-ce que vous pourriez nous dire, pour le ministère des Affaires étrangères, comment vous percevez les enjeux autour de ces éducations A ? Ça marche. Comment je perçois les enjeux autour de ces éducations A? On les a perçus au ministère des Affaires étrangères lors de mon arrivée il y a 2 ans, notamment grâce à une évaluation. Je vais répondre concrètement à la question. Il y a eu une évaluation sur les financements de l'AFD et du MEAE, justement pour le soutien au projet DEXI. C'est le vocable qui est utilisé par le ministère et l'AFD. Et on s'est rendu compte que, notamment grâce aux acteurs, il y avait un fort cloisonnement, il y avait des silos. Il y a eu des silos qu'on a essayé de fissurer, de bousculer. Et on a réussi, je pense, avec les ministères qui sont ici à la table, à travailler ensemble depuis le printemps 2023 à l'élaboration d'une brochure. Une brochure interministérielle. Donc je profite de cet espace étant donné que ça en est la plus belle occasion pour la présenter. Une brochure interministérielle pour l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, l'éducation au développement durable et l'éducation à la citoyenneté mondiale. On aurait pu mettre éducation à la paix, on aurait pu mettre éducation à l'environnement et au développement durable. Vous les connaissez mieux que moi, il y a un nombre d'appellations nombreux qui relèvent un grand nombre d'actions mises en œuvre par le secteur associatif, les collectivités territoriales et des services déconcentrés également. Mais pour moi, l'enjeu, quand je suis arrivé au ministère et quand j'ai vu cette évaluation, c'était vraiment de me dire les acteurs, les ministères finalement travaillent pour les mêmes finalités. Donc l'enjeu était aujourd'hui de montrer que l'État, et mes collègues pourront y revenir, on travaille dans un objectif commun qui est soit d'apporter un soutien financier, soit de promouvoir, soit d'établir des cadres légaux, réglementaires, stratégiques à des politiques publiques qui contribuent à des enjeux communs, qu'ils soient transversales sur la solidarité internationale, les jeunesses, et Rachid pourra évidemment en parler, les enjeux agricoles.
Voilà peut-être pour le cadre qui est celui de mon analyse pour Mm, les enjeux aujourd'hui des éducations A. Mais si je dois parler de Lexi, allez-y. du coup, je parlerai un petit peu plus de ce que fait le ministère. Nous, c'est donc notre chapelle, pour reprendre le vocabulaire que tu as utilisé. Mais c'est une exi ouverte. Et c'est également un point que tu m'as mentionné, Franck, lorsqu'on s'est rencontrés. C'est que les acteurs étaient sensibles à une exi ouverte. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de dire, fissurer les silos. Nous, on a cette appellation d'exi, mais on n'est pas restrictif sur nos modalités de soutien, c'est-à-dire via l'Agence française de développement, qui est l'opérateur qui met en œuvre les financements du ministère. On va recevoir tant des projets qui sont ancrés autour de la citoyenneté, de la construction de la citoyenneté, que de préservation de l'environnement ou de sensibilisation, par exemple, au commerce équitable. Donc c'est ce que j'appellerais l'exi ouverte. Ça, c'est un de nos enjeux. Il y a ensuite l'enjeu que d'intégrer aux cadres supranationaux et européens, ça c'est un rôle fondamental du ministère, ces enjeux-là. Ces enjeux-là, ces politiques publiques. Comment, dans le dialogue avec nos partenaires internationaux et nos partenaires multilatéraux, on arrive à faire voir le travail que vous réalisez concrètement dans nos territoires. Ça, c'est une de nos principales prérogatives. Deuxièmement, je l'ai un petit peu évoqué, c'est promouvoir vos actions. Promouvoir vos actions, Tony en parlait ce matin, on le fait notamment au sein du Global Education Network in Europe, qui est un réseau européen et qui nous permet justement d'enrichir nos politiques publiques, parce qu'on a aussi le retour d'autres secteurs européens et d'autres terrains d'intervention de nos partenaires européens. Et troisièmement, je l'évoquais évidemment avec l'AFD, le financement de projets. L'évaluation qu'on a mis en œuvre il y a 2 ans montrait 50 millions de financement sur 5 ans. Stéphanie, tu me fais un signe si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt entre 10 et 15 millions d'euros par an qu'on finance via l'Agence française de développement. Et il y a également d'autres dispositifs, mais tu les évoquais par leur sigle, on pourra y revenir tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette présentation. On comprend bien les enjeux, puis ce point de départ sur l'évaluation, ce point d'arrivée sur la question d'une exi dite ouverte à d'autres mouvements d'éducation populaire, et les moyens aussi qui sont mis en œuvre pour favoriser cette ouverture à travers les dispositifs et les différents critères. Mais j'ai entendu aussi des appels vers votre voisin de droite, en disant, mais comme le MASA, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, nous appuyons l'éducation populaire. Alors pour moi qui suis dans la chapelle MAE, EXI, etc., je découvre alors que le ministère de l'Agriculture promeut des dispositifs de soutien à l'éducation populaire. Qu'en est-il de ces enjeux pour le MASA? Alors, quand on parle de travailler en silo, ça parle au monde agricole, puisque pour nous, les silos, c'est très intéressant, parce que ça permet de stocker des semences, et à partir de là, on peut semer et travailler avec un grand nombre d'acteurs. Donc, j'aime bien la notion de silo pour démarrer, mais effectivement, il faut être capable d'aller chercher ailleurs et de semer. Alors, pour parler de l'enseignement agricole, il y a déjà des propos qui ont été tenus ce matin. J'ai envie de dire que l'enseignement agricole, j'ai un peu développé, fait de l'éducation non formelle, voire populaire, institutionnalisée. Et je trouve déjà, ça c'est une idée assez intéressante à noter. L'enseignement agricole, ça a été dit ce matin, qu'est-ce que c'est? C'est du fait du code rural, et ça nous remonte à la loi Rocard, c'est-à-dire, vous imaginez, on est dans les années 80. Déjà à ce moment-là, le code rural a permis de dire que sur le fondement de la loi, l'enseignement agricole doit mettre en œuvre 5 missions. Une mission de formation, bien entendu, d'insertion, mais aussi une mission d'expérimentation. Et il n'y a pas que l'expérimentation agricole, et ça a été dit ce matin, de l'expérimentation autour des questions d'innovation pédagogique, où on va retrouver beaucoup l'innovation pédagogique qui va mobiliser tout le monde. Aujourd'hui, on introduit beaucoup, par exemple, les jeux sérieux.
Ensuite, il y a la notion d'animation du territoire. Donc, un établissement de l'enseignement agricole est un acteur du territoire et ouvert sur le territoire. Et enfin, la coopération internationale. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on peut raconter énormément de choses qui sont des faits. C'est que quand on dit qu'un établissement de l'enseignement agricole est ouvert sur le territoire, dès lors, vous comprenez que on travaille avec les acteurs du territoire, quels qu'ils soient. Je vais donner un exemple. Il y a des collègues qui sont ici présents. C'est même plus une expérimentation, c'est quasiment institutionnalisé. Comment on travaille avec des organisations non gouvernementales depuis maintenant quasiment plus de 20 ans, quasiment, avec une organisation qui s'appelle le Comité français de la solidarité internationale, autour d'une initiative, ça a été mentionné ce matin, l'initiative alimentaire. Et ça n'est pas naturel, a priori, puisque voilà une ONG avec qui on va se retrouver sur certains sujets, mais qui peut fortement critiquer le ministère de l'Agriculture, en disant la politique agricole commune, en disant le glyphosate, etc. Et ça n'est pas un problème. La mission de coopération internationale, ça a été dit aussi ce matin, où comment nos jeunes sont amenés à se déplacer, mais comment, et on y tient fortement, comment on accueille dans l'enseignement agricole des services civiques venant de plein de pays du monde. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que peut-être une réflexion, c'est de dire que finalement, travailler en multi-acteurs, en processus multi-acteurs, il me semble que c'est quelque chose qui est assez lié à l'objet de l'agriculture elle-même. L'objet agricole est un objet, à mon avis, par essence, interdisciplinaire, multidisciplinaire. Et la collègue ce matin l'a dit, dans les enseignements sont prévues des plages de pluridisciplinarité par exemple. On a parlé aussi de cette politique publique, puisque la question est posée politique publique, d'enseigner à produire autrement pour les transitions agroécologiques. Ça fait 10 ans que ça a été lancé aujourd'hui. Et de la même façon, ça n'est pas un objet naturel, puisqu'il est d'emblée pluridisciplinaire. On travaille avec le monde agricole directement. Enfin, ce que je pourrais dire aussi, et peut-être que je pourrais m'en arrêter là dans ces premiers propos, c'est de dire que cette question des 5 missions, qu'il faut considérer comme un système, c'est-à-dire que chaque mission communique, se nourrit les unes les autres, eh bien, ce n'est pas quelque chose de figé. L'an dernier, on est en train de finir cet exercice, a été mené de façon multi-acteurs, ce qu'on appelle le pacte et la loi d'orientation agricole. Le mot pacte, il est très important, parce que déjà, on ne fait pas tout fonctionner que par la loi, mais le pacte, c'est aussi insister sur ce message que c'est toujours des processus multi-acteurs que de considérer la question de la formation agricole. Et un des résultats de cet exercice, c'est de dire on va rajouter une 6e mission qui est autour justement des questions de transition agroécologique. Donc voilà, pour donner quelques éléments de politique publique, de comment ça s'est comment c'est pensé, comment c'est conçu, mis en œuvre dans l'enseignement agricole, et peut-être, finir en disant que c'est... voilà, je m'arrêterai peut-être là pour dire, voilà, pardon, c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est important de souligner qu'il y a plusieurs politiques publiques qui sont embarquées par le dispositif de la formation agricole et rurale. On a parlé des transitions agroécologiques. On pourrait mentionner la réduction des produits phytosanitaires, la résistance aux antibiotiques. On peut parler du bien-être animal. On peut parler énormément de politiques publiques qui sont pensées au niveau gouvernemental. On les retrouve dans l'enseignement agricole. Et donc voilà, c'est comment aussi expliquer qu'il y a un dialogue entre des politiques publiques diverses et variées qui touchent plusieurs ministères, la santé publique, l'environnement, et qui se retrouvent portés par le dispositif de l'enseignement agricole. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ça nous renseigne d'un point de vue, si on veut monter en généralité sur le cadre un peu théorique de ces politiques publiques. Il n'y a pas une institution, une politique publique et un dispositif pour le mettre en œuvre, mais bien des dispositifs qui sont des carrefours en fait de politiques publiques et qui sont déjà des endroits de croisement en fait de plusieurs catégories d'acteurs. Vous citiez beaucoup le multi-acteur. Et qui sont des carrefours de rencontres aussi entre peut-être aussi des différents mouvements d'éducation dans ces mouvements d'éducation populaire. Peut-être pour aborder un autre point de vue, je donnerai la parole à Janeina sur le point de vue plutôt ministère, alors comment on dit, MSJVA, et de la JEBVA en particulier.
peut-être que je vais commencer par, justement, pour répondre à la question des enjeux, à définir un sigle, celui de la DJEVA. Donc la DJEVA, c'est la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, voilà, qui est une direction qui est rattachée au ministère, il vient de changer de nom, donc c'est le ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative. Auparavant, c'était le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, mais voilà, il a changé d'intitulé. Et la DJEVA, donc son rôle, c'est vraiment d'élaborer des politiques de jeunesse, d'engagement, de citoyenneté, en fait. Ça va se traduire par le bénévolat, notamment les politiques de volontariat, par exemple. Développer des politiques d'éducation populaire et développer la vie associative. Autrement dit, notre direction, elle promeut une autre éducation A, qui est l'éducation A populaire, justement, en fait, qui est transversale, comme ça a été dit ce matin, qui va justement articuler des principes et des pratiques, en fait, de l'éducation au développement durable, de l'ECSI, de l'EMC. Donc ça, c'est important de le souligner, parce qu'en fait, la particularité de la DJEVA, c'est qu'elle n'a pas d'axe à proprement dit ECSI, EDD, mais ça ne signifie pas pour autant qu'elle n'agit pas dans la mise en œuvre de ces éducations A. Et c'est à travers trois grands domaines d'action, d'une certaine façon, qu'elle va agir dans ces éducations A. Donc déjà le développement de la vie associative, puisque la direction, elle va soutenir et impulser aussi, soutenir financièrement à travers des systèmes de subventionnement les associations. Elle va élaborer un cadre administratif pour les structures associatives et tout type de structures associatives. Les associations GEP, Jeunesse Éducation Populaire, pas de façon prioritaire, mais forcément elles vont porter les politiques de la DJEVA, mais aussi tout type d'associations, notamment des associations qui peuvent être relevées de l'EXI, en fait. D'une certaine façon, notre direction, elle est un peu à l'intersection de toutes ces éducations A. Donc, il y a le soutien à la vie associative, le soutien aussi à l'emploi associatif. Alors, il y a les postes FONGEP, par exemple. Il existe des postes FONGEP EXI. Mais nous, on a des postes FONGEP GEP, mais qui vont permettre de soutenir un emploi dans des structures associatives qui vont mettre en œuvre des programmes relevant de ces éducations A dont on parle ce matin. Donc, un axe fort, c'est le développement de la vie associative, c'est le développement des politiques d'éducation populaire et d'engagement, avec cette idée de parcours citoyen, qui va guider l'action de la DJEVA, avec cette idée que depuis le jeune âge et tout au long de sa vie, on peut s'engager en faveur de l'intérêt général, donc à travers les chantiers de jeunes, par exemple, à travers le volontariat, notamment dans le cadre de programmes européens, le Corps européen de solidarité, par exemple, le service civique à l'international, ou le service civique, d'ailleurs, ici, en fait, national, et peut-être même potentiellement créer sa propre association à terme, en fait. Il y a vraiment cette idée de parcours d'engagement. Et avec cette idée aussi que ce parcours, il peut se faire aussi bien en France qu'à l'international, puisqu'on a, par exemple, on a la DJEVA à la tutelle d'opérateurs, l'agence Erasmus+, l'agence du service civique. On a aussi des coopérations bilatérales, notamment avec l'Allemagne, et qui vont se traduire par des offices pour la jeunesse, donc l'OFAGE, qui lui met en place des programmes d'éducation A, en fait, notamment d'éducation à l'environnement, avec le VEFA, c'est le volontariat écologique franco-allemand, par exemple. Une autre façon d'agir de la DJEVA dans la mise en œuvre de ces éducations A, c'est justement la mise en œuvre partenariale. Donc c'est vraiment ça, c'est très important, puisque en fait, c'est vraiment les structures associatives qui vont accompagner les jeunes, qui vont les sensibiliser à la transition écologique, à la protection de l'environnement, à la solidarité internationale. Donc ça, c'est vraiment c'est très important. Donc à la fois une action multipartenariale avec les associations, GEP, mais pas seulement, les associations aussi, tout type d'associations, notamment de CSI, avec les opérateurs, donc l'agence Erasmus+, l'agence du service civique, par exemple, mais aussi nos services déconcentrés. C'est pas nos services déconcentrés, les services déconcentrés plutôt, donc par exemple les DRAGES, donc qui sont les délégations régionales à l'engagement académique à l'engagement jeunesse et sport, qui vont agir là vraiment dans les territoires, en fait, qui vont porter les politiques de jeunesse nationale, qui vont les territorialiser, en fait, et qui vont travailler surtout aussi avec les collectivités territoriales, avec
avec les communes, les départements. Donc ça, c'est vraiment une autre façon d'agir en fait en faveur de ces éducations A. Et avec, voilà, peut-être que ce qui est important aussi de rappeler, c'est que il y a toujours ce qui va guider notre action politique, c'est la question du parcours, de l'engagement des jeunes, mais c'est aussi l'accessibilité des programmes. Ça, c'est vraiment un axe important, c'est faire en sorte que tous ces programmes jeunesse ou tous ces programmes relevant des éducations A soient accessibles à tous les jeunes, quelles que soient leurs conditions sociales, leur situation géographique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va guider aussi notre action, et qui est toujours en complémentarité avec celle de l'éducation nationale, dite formelle, sauf qu'à la différence près, c'est que nous, on agit sur les temps non scolaires, les temps périscolaires, donc c'est les colonies de vacances, c'est les centres aérés, c'est les TAP, par exemple, les temps d'activité périscolaire. Voilà, dans le cadre de ce qu'on appelle la continuité éducative, donc toujours avec ce souci d'éducation, en fait, même si, et de venir en complémentarité avec l'éducation dite formelle, en fait, celle de l'éducation nationale. Merci. Je retiens de votre intervention le mot intersection. On va savoir que en travaillant finalement sur des dispositifs de structuration, d'accompagnement, de soutien à la vie associative, vous ne faites pas le choix d'une éducation en particulier, mais de structurer plutôt, ou d'appuyer les mouvements associatifs, ce qui conduit mécaniquement à soutenir du coup ces mouvements d'éducation A. Et puis avec ce focus, c'est normal, c'est marqué dans le titre, sur la jeunesse, comme j'ai envie de dire cible prioritaire de ces politiques publiques. On voit que les dispositifs sont nombreux et, encore une fois, font écho à d'autres initiatives, d'autres politiques publiques à d'autres échelles des institutions. Vous avez parlé aussi des services déconcentrés et de leur rôle important pour les territoires. Pour passer dans un autre ministère, j'aimerais, alors je ne sais plus dans quel ordre on avait dit, Julie puis Béatrice, d'abord donner la parole au MTE sur quelle vision vous avez de ces enjeux et peut-être des différentes, je rajouterai une question en plus, des différents échelons de l'action publique sur ces enjeux autour des éducations A. Oui, donc au MTECP, maintenant le ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, et au sein du CGDD en particulier, nous, notre premier cadre d'action, je dirais, c'est celui de l'agenda 2030, puisque le CGDD est référent national pour l'animation de l'agenda 2030 auprès de la société civile française, via les politiques publiques qui sont portées par l'ensemble des ministères, qui ont en leur sein un haut fonctionnaire au développement durable qui est nommé. Et donc dans ce cadre-là, l'éducation a toute sa place, puisqu'elle est déjà inscrite à l'agenda 2030 en tant qu'objectif, puisqu'elle fait l'objet de l'ODD numéro 4 pour l'atteinte d'une éducation de qualité. Je laisserai Béatrice développer sur ce point, mais le système éducatif français en soi est porteur d'égalité sociale et territoriale dans l'accès à cette éducation de qualité. Et au CGDD, on positionne aussi l'éducation comme un moyen d'atteindre, ça a été dit ce matin, d'atteindre l'ensemble des objectifs de l'agenda 2030 et de développement durable, puisque en fait, levier de mise en œuvre des politiques de développement durable et de transition écologique, pour que tout un chacun, tout acteur de cette transition écologique puisse comprendre la transversalité de tous ces enjeux. On a beaucoup parlé ce matin aussi de la complexité de ce sujet-là, et puis savoir en fait les clés de compréhension pour agir, prendre des décisions éclairées. Et on voit également l'éducation comme un levier de mobilisation pour donner à tous cette envie de mettre en œuvre ces démarches à tous les niveaux. Ça se retrouve au niveau du ministère globalement dans l'ensemble des politiques publiques, que ce soit des stratégies, des plans nationaux. Donc pour reprendre le petit jeu des acronymes, je peux parler de la SNB, du PNSE, de la SNBC ou du PNAC, qui sont tous des plans et des stratégies thématiques sur la biodiversité, la santé et l'environnement, l'adaptation au changement climatique par exemple, qui tous reprennent un axe qui s'appelle soit éducation, soit mobilisation, globalement. Et l'ensemble de ces politiques publiques se décline aussi au niveau local,
et notamment régionales, puisque les directions régionales du ministère, les DREAL, donc on a la DREAL Bretagne ici présente aujourd'hui bien sûr, déclinent l'ensemble de ces politiques au niveau territorial. Et nous-mêmes au CGDD, on a aussi un rôle d'accompagnement des collectivités territoriales, mais plus largement de tous les acteurs territoriaux, dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et donc, dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, on promeut systématiquement l'éducation comme levier de mise en œuvre, en fait, finalement. Et pour cela, on a deux principales grandes modalités d'intervention. La première, c'est de soit porter des dispositifs ou des politiques en propre, ou de participer à des dispositifs d'État qui sont portés par d'autres ministères. Par exemple, je peux citer les aires éducatives, on en a parlé ce matin, le service national universel, la plateforme aussi du secrétariat général à la planification écologique, le SGPE, qui s'appelle Agir, qui est là aussi pour aider les citoyens à se mobiliser et à agir concrètement pour la transition écologique. Tous ces dispositifs-là, nous on y participe au niveau national et ils sont aussi déclinés localement dans des instances de gouvernance souvent régionales voire départementales. Et puis la deuxième modalité d'intervention, c'est d'établir des partenariats avec tous les acteurs territoriaux voilà, et d'autres ministères, les opérateurs aussi de l'État, qui passent souvent par des conventions financières, mais ce sont aussi des partenariats techniques avant tout, pour mettre en œuvre ces politiques d'éducation à ces différentes politiques publiques. Et donc dans ces deux modalités d'intervention, on discute du coup forcément entre nous, on discute entre directions du ministère qui portent chacune leur propre politique publique. On discute aussi entre ministères, puisque dans les instances de pilotage de ces dispositifs, tous les ministères concernés sont systématiquement représentés. On discute entre le niveau national et régional, et on discute aussi avec les partenaires extérieurs à l'État, puisque les partenaires, notamment associatifs, participent à l'ensemble de ces dispositifs-là. Et pour les partenariats financiers, on discute aussi entre ministères dans l'élaboration des cahiers des charges, des appels à projets, les jurys des appels à projets, et dans le soutien financier et technique qu'on peut apporter à l'ensemble de ces acteurs qui mettent en œuvre, in fine, les politiques d'éducation sur les territoires. Merci Voilà, beaucoup pour la réponse aux différentes échelles. pour cette présentation. J'en retiens effectivement plusieurs échelles d'intervention. On cite à nouveau les services déconcentrés, mais aussi le rappel sur le fait que nous avons un agenda commun, semble-t-il, au niveau international, qui sont les objectifs de développement durable qui ont été rappelés en introduction de cet événement. Et il y a une feuille de route et effectivement, il faut un pilote dans l'avion. Et c'est le ministère de la Transition écologique. Et j'ai oublié le reste de l'acronyme, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que plus on progresse, plus on part d'un constat sur le fait que les politiques publiques sont en silo et les institutions en silo, et plus on avance, plus on voit qu'il y a des passerelles entre ces politiques publiques et un dialogue qui existe. Donc on va commencer à rentrer dans la deuxième séquence, mais pour ne pas aller trop vite, je voudrais laisser la parole à Béatrice Chetin sur le... Alors on ne dit plus le MENJ, vous avez perdu le J de la jeunesse, même si vous les avez comme public. Bon, soit. Vous êtes donc au ministère de l'Éducation nationale, le MEN, du coup, doit-on dire. Depuis tout à l'heure, on parle d'éducation. Effectivement, j'imagine que le ministère de l'Éducation nationale a un regard sur ces enjeux autour des mouvements d'éducation A. Oui, alors, certes, un regard, mais aussi, comme ça a été souligné ce matin, peut-être un socle un peu paradoxal, puisque effectivement l'institution scolaire est structurée sur des enseignements disciplinaires. Mais je vais y revenir pour d'abord faire le lien avec ce qu'a dit Julie et en fait établir le lien entre ces silos qu'on a évoqués. Je pense que les ODD, justement, les objectifs de développement durable, sont vraiment un vecteur puissant pour faire ces liens. Dans le cadre de la feuille de route Agenda 2030 et de l'ODD 4, il est attribué à l'éducation la charge
d'engager la transition écologique, d'éduquer à la transition écologique. Donc tous les élèves qui sont concernés par l'éducation nationale. Et donc ça, c'est un point d'appui important et donc une structuration d'une éducation qu'on appelle éducation au développement durable, qui permet de répondre à cet objectif de l'agenda 2030. Alors je vais revenir un peu sur cette éducation au développement durable, mais tout en effectivement reconnaissant, enfin en tout cas mettant aussi en lumière le fait qu'il y a de nombreuses éducations A qui concernent le système éducatif français. Éducation à la santé, éducation filles-garçons, pour celles qui peut-être ont été mises en lumière de façon un peu plus récente, mais globalement, éducation à la citoyenneté, éducation artistique et culturelle, éducation à l'orientation, et puis après, il y a plein de déclinaisons. On éduque à la sécurité routière, éducation, on en parle actuellement, à la vie affective et sexuelle, enfin voilà. Et en fait, toutes les questions sociétales se retrouvent dans des éducations A, dans un système qui est structuré par des enseignements disciplinaires. Mais ce paradoxe a déjà été relevé ce matin. Donc moi, je vais quand même faire un petit tableau de l'éducation au développement durable, mais pour mettre en lumière que le fait que ce n'est pas un ensemble qui est fermé sur lui-même, mais que cette éducation au développement durable, eh bien, elle a plein de zones de rencontre. Ce sont des ensembles qui sont intercroisés, plein de zones de rencontre avec d'autres éducations, et notamment les éducations que je viens de citer. Bon, l'éducation au développement durable, c'est une histoire qui a peut-être une 50aine d'années dans le système scolaire français, qui a commencé avec éducation à la nature, éducation à l'environnement dans les années 70, qui s'est structurée en éducation au développement durable au début des années 2000, et puis qui a vraiment adopté en 2019 et 2020 la référence à l'agenda 2030 et aux 17 ODD. Je rappelle, peut-être ça peut aider un peu à nos débats aussi par la suite, les objectifs de développement durable sont la convergence de deux agendas internationaux, de deux agendas des Nations Unies. C'est à la fois les objectifs pour le millénaire, les objectifs de développement pour le millénaire, et c'est issu aussi des sommets de la Terre et de l'agenda 21. Donc sur développement durable, on a bien ces deux entrées-là qui sont reprises à travers les objectifs de développement durable. Donc c'est vraiment la grille de référence de toutes les actions et de tous les projets qui sont soutenus. Mais on voit bien que ça peut être un peu compliqué, parce que si je dis, moi, au sein du ministère de l'Éducation nationale, en tant que chargée de mission éducation au développement durable, qui travaille aux côtés de la haute fonctionnaire, j'ai en charge les 17 ODD, ça veut dire que je m'occupe aussi de l'égalité filles-garçons, ça veut dire que je m'occupe aussi de la question de santé bien-être, ça veut dire que je m'occupe aussi de l'éducation à la paix, enfin, à la solidarité, etc. Et c'est beaucoup pour la même personne. Donc voilà, chaque porteur de dossier a bien cette vision globale en tête, tout en considérant qu'il met au centre la spécificité de son approche. Je donne un petit exemple, par exemple, pour que ce soit plus clair. On peut trouver sur un projet aussi concret que celui du travail sur une végétalisation de cours d'école ou de cours d'établissement scolaire, bien sûr la prise en compte de la question de la biodiversité, de la présence de la biodiversité. On va pouvoir faire entrer sur ces questions-là les questions de cycle de l'eau, de désimperméabilisation et aussi, par exemple, de lutte contre les inondations. Et puis, le travail sur le réaménagement de la cour, il va pouvoir permettre de toucher des questions qui sont des questions d'égalité filles-garçons. C'est des réflexions
importante maintenant sur la façon dont on occupe les espaces d'une cour dans un établissement scolaire et la place qu'on accorde à des jeux de ballon qui sont souvent plutôt des jeux de garçons et donc qui donnent l'habitude aux filles de se mettre dans des espaces plus petits. Enfin voilà, pour faire simple, hein, je caricature un peu cette question-là. Mais vous voyez qu'une entrée comme ça, qui peut paraître être une entrée uniquement sur la végétalisation, ben, elle l'ouvre à plein de champs. Et donc mon éducation A, elle me dit toujours que sur des thématiques sur lesquelles les enjeux environnementaux sont centraux, je veille toujours à prendre en compte les autres ODD pour vérifier l'interaction, l'équilibre, enfin rechercher cette interaction et cet équilibre. Donc c'est vraiment cette approche de la complexité qui me semble assez structurante et assez importante pour poser le cadre de nos exercices respectifs et puis ouvrir la réflexion. Merci beaucoup. Je reprendrai votre dernier terme, l'approche de la complexité. Vous nous avez aidés tous les 6 à commencer à débroussailler cette jungle des acronymes dans cet acte 1 de cette pièce de théâtre. J'aimerais que ce soit un théâtre participatif, en demandant au public si effectivement il y a des constats, des ajouts, des demandes de précision qui peuvent venir par rapport à ces premières présentations, qui n'hésitent pas à se sentir l'âme d'un acteur. Ok. Qui est-ce qui manque dans ce tour de table sur les politiques publiques, selon vous, en un mot, si vous deviez citer un acteur ou des acteurs? Le ministère de la Culture. Ok. Du budget. Le budget, c'est vrai qu'on ne les a pas invités. C'est vrai. Donc il manque, ok, ministère de la Culture, du budget. Vous qui êtes toutes et tous des professionnels des mouvements d'éducation A, est-ce que vous, en écoutant cette première présentation sur les politiques publiques, les différents dispositifs, vous dites mais mince, ils ne parlent pas de... Oui. Ah, faut appuyer sur le micro. Faut que ça devienne rouge pour... Une instance représentative des jeunes. Ah, les instances représentatives des jeunes. Ok. Je sais qu'ils ont envie de répondre, mais je vais peut-être prendre 2, 3. Donc des instances représentatives des jeunes. Donc des espaces de dialogue finalement sur ces politiques publiques. Ok. Il n'y a pas d'autres acteurs qui vous manquent dans ce paysage institutionnel? Ici Franck, le supérieur et la recherche, qui n'est plus dans le MEND. Ok. L'enseignement supérieur et de la recherche, ok. Et les acteurs du privé, peut-être. Les acteurs du privé, je ne sais pas qui a parlé. Oui. Que je représente d'ailleurs à travers l'entreprise We Are Humanity. Nous, on est venu vous voir et on prend en compte en fait, l'ensemble des choses qui sont en train de se dire aujourd'hui autour des associations, du monde public. Moi, je découvre en fait ce monde-là. Et je trouve qu'effectivement, il manque le lien avec les acteurs du privé, qui peut-être, on parle beaucoup de silos. Et je trouve qu'il manque aussi peut-être cette relation avec eux. Ok. Sur mon point de vue. Ok. Car les acteurs privés participent effectivement à la construction des politiques publiques. Ok. Bon alors peut-être si on rentre dans la deuxième séquence, je l'introduirai en disant que, bon, vous nous avez présenté des enjeux, des cadres institutionnels, des dispositifs. Vous avez chacun finalement été assez d'accord sur la nécessité d'une forme de transversalité. Vous avez parlé d'intersection, de carrefour. Finalement, même notre représentant du MASA a pu attacher une notion positive à l'idée de silo. Donc, vous nous présentez, comme dans toute pièce de théâtre, un premier acte finalement où tout se passe bien dans cette interaction des différentes politiques publiques.
Or, on sait qu'il y a un certain nombre de problématiques qui se posent lorsqu'on parle de transversalité, d'enchevêtrement des politiques publiques, des dispositifs, des publics que l'on touche. Et puis la première qui était vite en jambe sur ces questions-là, c'était effectivement Madame Rougier, qui tout de suite voulait passer à l'acte 2 pour nous parler de, certes, transversalité de manière positive, mais aussi des défis, si je le dis autrement, que ça pouvait susciter pour une ville comme Rennes aussi d'aborder ces questions-là. Bah, déjà, il faut s'entendre sur les notions et sur les mots. C'est-à-dire que je pense qu'on ne met pas forcément les mêmes choses derrière les mots. Et quand on parle d'éducation à l'environnement, ou même d'éducation à la citoyenneté, je ne suis pas sûre que tous les acteurs y mettent la même chose. Sur, par exemple, la question de la citoyenneté. Ça rejoint la question de la représentativité des jeunes. À la ville de Rennes, on a fait le choix de démarche participative et de travailler le parcours citoyen des enfants, de la plus petite enfance, et de se dire que ce sont des acteurs à part entière, même petits, et qu'en fonction de leur âge, leur degré de maturité, on peut aller les chercher pour des démarches participatives, pour de la concertation. Alors c'est le vote du nom de l'école, de la nouvelle école qui va se construire dans le quartier. C'est une démarche participative au niveau des temps périscolaires avec les animateurs, les animatrices qui vont demander l'avis des enfants et les enfants vont construire le projet à l'année, ou c'est aussi par exemple ce qu'on appelle nous le budget participatif des enfants, qui est une démarche un peu inédite en France, qui est une émanation de notre budget participatif à l'échelle de la ville, mais là qui est réservé aux enfants et où l'idée c'est vraiment d'avoir des projets d'enfants qui émergent et les enfants, il y a un comité de suivi composé d'enfants et ce sont les enfants in fine qui votent les projets. Et l'idée, c'est vraiment de leur donner du pouvoir d'agir. Donc, on n'est pas sur de l'éducation. On a des classes de ville, on a des classes laïcité par ailleurs. Enfin, on n'est pas sur l'éducation civique ou morale. On est sur c'est quoi être citoyen, c'est quoi être acteur dans la ville. Et c'est vraiment l'idée d'en faire des acteurs critiques, en plus. C'est-à-dire des acteurs un peu experts, même à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils ont une expertise qu'on doit reconnaître et qu'on doit prendre en compte. Et c'est quand même l'idée de leur dire très tôt qu'ils sont en capacité de changer les choses. Parce qu'on a parlé d'éducation populaire. L'éducation populaire, ce qui est important, c'est sa capacité transformatrice de la société. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des enfants, des adolescents qui, très vite, vont comprendre les enjeux. Ils vont comprendre, surtout, vont s'emparer des outils qui sont à leur disposition pour être critiques et pour être acteurs et pour participer. Et donc ça, cette notion de citoyenneté, c'est déjà pour des élus, c'est pas évident parce qu'un budget participatif, c'est donner du pouvoir aux habitants et aux habitantes, c'est faire confiance. Alors d'autant plus quand c'est des enfants, la démarche n'était pas si évidente. Sur la question, par exemple, de l'éducation à la nature. Alors, Dominique Cotreau, pour celles et ceux qui connaissent, qui était l'ancienne présidente du REB, Réseau éduqué à l'environnement en Bretagne, disait elle-même que on ne peut pas parler d'éducation à la nature. Enfin, on n'éduque pas à la nature, on éduque dans la nature, par et dans la nature. Voilà. Et donc, c'est l'idée que, et ça a été évoqué ce matin, qu'on peut éduquer à plein de choses par le faire, par l'action, par le sensible. Mais là, par exemple, quand on travaille avec des enseignants qui ont plein de responsabilités à gérer, sortir de la classe, sortir de l'école, c'est tout de suite compliqué. Et pourtant, nous, éduquer à la nature, ça se fait dans la nature, ça se fait dehors. Éduquer au vivre ensemble dans la cité, ça se fait sur l'espace public, ça se fait en dehors de l'école. Donc, il faut sortir de l'école. Voilà. Et ça, c'est des complexités, évidemment, parce que chaque acteur, alors là, c'est l'institution, éducation nationale, a des contraintes que j'entends bien. Mais voilà, c'est comment on lève ces contraintes et comment on arrive quand même à avoir un langage commun pour pouvoir justement avancer en synergie, vraiment coopérer. On a un projet sur la Prévallée. Donc Rennes, c'est 89 écoles, c'est une dizaine de centres de loisirs petite enfance et c'est 3 grands centres pour les centres de loisirs, des milieux très naturels. C'est vraiment 3 beaux centres. Et on a un projet, on travaille avec un agrément avec l'Éducation nationale pour qu'ils puissent venir faire des classes transplantées avec nuitée. Donc, c'est ce qui est super. C'est-à-dire, nous, c'est ce qu'on cherche à développer. Le fait que les enfants soient ensemble, dehors, que ce soit nous, sur notre offre
périscolaire, que ce soit par rapport aux droits aux loisirs, aux vacances avec les familles, etc. Et là, on essaye de travailler avec l'éducation nationale sur cet espace pour qu'ils puissent aussi développer ça dans le cadre de leur pratique pédagogique. Bon, et bien là, vous voyez, les rationalités, elles s'affrontent, c'est-à-dire que nous, on veut un espace ouvert, et là, il y a des rationalités de sécurité, donc on nous demande un interphone, des barrières, etc. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses très pratico-pratiques, mais l'important, c'est d'arriver quand même à avancer ensemble et à pouvoir parler le même langage et puis trouver des compromis. Et il y a juste un dernier truc, mais après, j'aurai sûrement l'occasion d'y revenir, c'est la question des moyens. Je regrette, moi je trouve ça manque de collectivité autour de la table, parce que je suis la seule. Il y a quand même la question des moyens donnés au service public. Alors, service public d'éducation, très bien. Et donc, les moyens donnés au service public local. Et moi, voilà, il y a eu des annonces dernièrement. On est toujours sous le coup d'une année sur l'autre. On ne sait pas si les fonds GEP, ça va toujours être là, si les vacances apprenantes, ça va toujours exister, si les emplois aidés vont toujours perdurer. Et voilà, nous, on aimerait être sur une contractualisation, enfin avoir un peu de visibilité, ce qui nous aiderait aussi avec les associations partenaires, aussi nous, à être dans un meilleur accompagnement. Disons que la stabilité et la visibilité à long terme aideraient à la coopération. Merci. Je crois que vous aurez de nombreux soutiens dans cette salle sur ce dernier point d'argumentaire. Peut-être revenir sur le précédent, sur l'affrontement justement peut-être des rationalités, ou de voir comment s'enchevêtrent ou pas des politiques publiques. Je voyais, Béatrice, que vous vouliez réagir peut-être sur ces enjeux. Oui, sur l'enchevêtrement des politiques publiques. Effectivement, alors je voudrais revenir sur un dispositif, une action éducative dont on a beaucoup parlé, mais qui me semble assez représentative, c'est la question des aires éducatives. Les aires éducatives, elles sont portées par 3 ministères. Le ministère de la Transition écologique, je m'arrête là, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Outre-mer. Je pense que c'est un bon exemple parce qu'il articule vraiment l'appui sur le développement des connaissances et des savoirs. Il renforce ce qu'on pourrait appeler une connexion avec la nature, en tout cas la possibilité pour les enfants d'être dehors souvent, facilement, sans que ce soit compliqué, puisqu'il s'agit pour les enfants d'identifier un petit espace naturel, mais ça peut être une friche urbaine, à proximité de leur école ou de leur collège ou de leur lycée, sur lequel ils vont travailler les enjeux de biodiversité. Et le « et » est important, prendre des décisions. Je reviens sur la question de l'éducation politique aux politiques, qui a été aussi abordée ce matin. Ce sont des questions qui sont vraiment intrinsèquement liées. La question de l'éducation au développement durable, à la transition écologique vers un développement durable pour contenter tout le monde, et l'éducation au choix et l'éducation aux politiques. Les enfants qui travaillent sur une aire éducative se constituent en conseil de l'aire, discutent ensemble et font des choix ensemble. Ils travaillent aussi à la question du consensus, puisqu'ils peuvent avoir des visions ou des envies d'agir, justement, qui sont différentes les uns des autres. Ils travaillent la question du collectif et du consensus, et avec ce consensus, ils font des propositions, en général à la collectivité territoriale qui est propriétaire de cet espace-là. Et donc, dans cet exemple-là, les 2 dimensions sont vraiment liées, et elles le sont dans tous les dispositifs, dans toutes les actions éducatives en lien avec l'éducation au développement durable. Mais je reprendrai tous les termes qui sont sur la brochure, qui ont été évoqués. Bon, c'est trop long, mais vous me comprenez, parce que toutes ces éducations-là dont on parle, en fait, elles ont en commun le fait de traiter de questions socialement vives, ce qu'on appelle des questions socialement vives. Enfin, de questions qui sont compliquées, de questions qui n'appellent pas de réponse simple. Oui. Et donc,
enfin voilà, ces deux aspects sont vraiment intéressants. La dimension éducation politique est importante. Je pourrais parler des éco-délégués, mais je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est aussi vraiment cette dimension-là, le lien qui a été évoqué ce matin entre connaître, comprendre et agir, et on ne peut pas séparer les deux. Et moi, j'ajouterais juste l'agir pour tout le monde. Parce qu'il y a les représentants des élèves. Alors, on en a aussi au sein du système scolaire qui sont élus dans les instances de représentation des collégiens, des lycéens. Mais il y a aussi, en fait, ces éco-délégués, c'est beaucoup des gens, des jeunes, des enfants qui ont envie de faire des choses, qui n'ont pas forcément envie de se présenter à une élection, mais qui ont envie d'agir. Et c'est laisser la possibilité à tous d'agir, qu'on soit plutôt dans la représentation ou qu'on soit plutôt dans une dimension de participation, mais aussi accompagner les enfants pour qu'il y ait un respect entre les deux, et une vraie articulation entre les deux, entre participation et représentation, et c'est aussi un enjeu démocratique important. Merci. Je note qu'effectivement la question de la participation et des espaces en fait finalement de participation, co-construction de l'action publique sont essentiels. Julie, vous vouliez réagir également sur ces enjeux, ces problématiques qui se posent? Oui, justement la fin d'intervention de Béatrice fait le lien avec la première question, enfin une des premières questions qui a été posée aussi sur les instances de représentation de la jeunesse dans les politiques publiques. Et donc, nous, CGDD, on assure aussi le secrétariat du Conseil national de la transition écologique, qui est un conseil en fait représentatif de la société civile, dans lequel on retrouve un collège du monde, du secteur privé, pardon, des ONG, des collectivités. Et récemment, on a créé effectivement un collège de la jeunesse pour voilà, donner la parole et justement avoir ce côté représentation et participation et donner aux jeunes le moyen d'agir pour ces politiques publiques environnementales. Mais nous, en fait, ça me fait revenir sur un de nos principaux enjeux, qui est, nous, d'élargir aussi les publics et à qui on s'adresse. Parce qu'en fait, naturellement, on parle beaucoup de jeunesse et de la sphère scolaire, ou en tout cas d'éducation formelle, même d'enseignement supérieur. Et c'est un axe qui est très important, et d'ailleurs qui figure parmi les priorités de la feuille de route française pour l'agenda 2030. Mais une autre priorité de cette feuille de route, c'est aussi l'éducation tout au long de la vie, et notamment hors scolaire, du coup. Et tout au long de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment, au quotidien, en tant que citoyen, dans l'espace public, à travers l'aménagement du territoire, l'aménagement de sa commune, tout simplement, on peut aussi être concerné, soit par des dispositifs d'éducation, comment on peut avoir accès tout simplement à des espaces de nature aussi, pour avoir cette approche sensible, effective dans sa vie de tous les jours. Ça veut aussi dire, je rejoins la question de monsieur, quel est le rôle aussi des entreprises, peut-être dans la formation de ses salariés, dans la construction d'imaginaires aussi qui sont peut-être différents à travers voilà, tout ce que peut promouvoir une entreprise. Et donc là, on va aussi toucher, par exemple, à la RSE de ces opérateurs-là. Voilà, donc nous, c'est vraiment cet enjeu très fort de pouvoir s'adresser à tous tout au long de la vie. Et pour ça, il y a du coup derrière un enjeu de pouvoir se mettre ensemble tous collectivement sur la construction d'un parcours éducatif sur un territoire donné, par exemple, et de pouvoir tous ensemble se mettre d'accord sur nos politiques publiques et nos échelles d'action. Et donc ça, c'est aussi un enjeu très important et parfois difficile à mettre en œuvre. Mais on y arrive quand même. Il y a des régions, par exemple, où on bénéficie d'espaces régionaux de concertation qui sont là justement pour réunir l'ensemble de ces acteurs. Et c'est le cas en Bretagne. Voilà, je sais que la DREAL et le REB sont présents sur le Forum des initiatives. Ils co-animent une plateforme régionale de l'EEDD au sein de laquelle on retrouve, alors je reprends mes notes pour oublier personne, mais la DREAL, le REB, le rectorat, l'Agence régionale de santé, la représentation de l'Office français de la biodiversité, la région, les départements de Bretagne. Donc voilà, il y a des initiatives qui peuvent aussi répondre à cette dimension-là, mais en tout cas c'est un enjeu. Donc à la fois l'élargissement des publics et tous se parler au niveau d'un territoire pour proposer quelque chose de cohérent tout au long de la vie. Merci pour ce rappel effectivement à la cohérence
dans une approche territoriale, qui fait qu'effectivement, il manque certainement aussi des collectivités dans le tour de table pour nous en parler, sur aussi l'articulation entre les différents échelons de l'action publique. J'aimerais, pour vous faire réagir une dernière fois sur cette séquence, faire une sorte de sondage du public. Pour vous, les principaux problèmes auxquels font face la construction de ces politiques publiques, dans leurs dispositifs, aussi dans leur cible, leur manière d'agir, c'est quoi selon vous? Est-ce que c'est un problème de ressources et de budget? Levez la main, je sais que vous en avez envie. Est-ce que c'est le principal problème? Ceux qui pensent que c'est le principal problème, lèvent la main. Ok. Très bien. Bon, ok. Est-ce que une autre problématique selon vous, est-ce que c'est la problématique des différentes échelles d'action qui a été mentionnée, d'articuler les différentes échelles de l'action publique? Levez la main ceux qui pensent que c'est une problématique d'articulation des échelles. Ouais. Ok. Plus que le budget. Ok. Très bien. Est-ce que c'est un problème d'actualisation des politiques publiques? Est-ce que les politiques publiques, elles répondent finalement à des problématiques qui datent déjà d'hier dans un monde qui s'accélère toujours plus? Ouais. Ok. Non, si, je vois qu'il y a des mains levées. Ok. Est-ce que vous y voyez aussi d'autres, à partir des témoignages que vous avez entendus, est-ce que vous voyez d'autres problématiques aussi dans la construction de ces politiques publiques, dans la façon dont vous interagissez avec elles? Je ne vois pas de les mains levées, hein, donc s'il faut... Alors, 1 et 2, sur des interventions courtes. Hein. Il faut appuyer sur le bouton pour... Pour moi, c'est une question de définition claire de stratégie. Ok. Donc, mieux définir la stratégie, qu'elle soit plus lisible pour tout le monde. Ok. Il y avait une deuxième remarque? Alors, moi, il me semble qu'il y a une ambiguïté ou une ambivalence assez fondamentale entre inciter au pouvoir d'agir et qui relève du militantisme. En tant que la définition du militantisme, c'est agir sans violence pour une cause, dans une société qui globalement, on peut dire, refuse aussi d'une certaine façon parfois le militantisme. Je suis consultante, j'ai entendu des fois des discours, notamment au MAE, pardon, je lâche, mais je ne dis pas qui, mais voilà, où il y a parfois une vision extrêmement négative du militantisme dans un échiquier politique qui va vers la droite, etc. Je ne vais pas refaire. Et je pense que cette ambivalence-là, elle doit être regardée. Ok. Alors, je vais rebondir sur votre remarque, juste pour avancer. Peut-être parce que Rachid le mentionnait tout à l'heure, Rachid et Lucas, parce qu'évidemment le MAE a été pointé. Comment on gère la controverse en fait dans une politique publique, dans la façon dont elle s'établit? Vous avez 2 minutes, hein, pas 2 heures. Okay. Je vais essayer de faire vite. Je ne répondrai pas au fait que le MAE était cité sur le fait qu'il n'aime pas le militantisme. Je rappellerai juste les dispositifs de soutien en matière d'EXI qui sont les nôtres. Le dispositif de l'AFD, il s'appelle Initiative OSC. C'est-à-dire qu'il se base sur le droit d'initiative des organisations. Et c'est donc les organisations qui proposent leurs projets. Donc ça, c'est une des modalités de soutien qui, je pense, est significative dans la manière dont le MEAE approche le soutien qu'il donne à la société civile en matière d'EXI. Deuxièmement, et je m'en voudrais de ne pas le citer, c'est en lien avec la JEPA notamment et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, c'est l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, pour nous, au ministère, c'est une dimension très importante. Tu l'as cité, Franck, les dispositifs jeunesse, notamment JSI, VVSI, EASY, qu'on finance à travers le FONGEP, c'est pour nous une des modalités, en plus du soutien à des projets des organisations, pour faire vivre l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Je l'évoquais avec l'EXI ouverte tout à l'heure, nous on n'a pas de thématique. Par contre, on a un prisme. Et évidemment, le prisme, il est dans le nom, c'est Affaires étrangères, donc c'est solidarité internationale. Le lien, c'est l'international. Nous,
C'est sur ce type de projet, sur ce type d'engagement citoyen qu'on va venir soutenir. Deuxièmement, rappeler qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui existe avec le service civique depuis un certain nombre d'années, ça a été évoqué par l'enseignement agricole ce matin, et qui existe avec un dispositif du ministère depuis 2 ans, le VSI, c'est la réciprocité. C'est quelque chose que je m'en voudrais énormément de ne pas citer ici, parce que ça participe aujourd'hui que de faire vivre c'est compliqué. Interculturalité dans les territoires et finalement le vivre ensemble, le bien vivre ensemble, la manière dont on va pouvoir comprendre, appréhender des thématiques globales au niveau local et le mettre en discussion avec des personnes qui viennent pas nécessairement de chez nous, mais qui auront beaucoup à nous apprendre sur ces sujets ou beaucoup à nous montrer. Donc, à titre personnel, et je le prendrai simplement à titre personnel parce que je suis le représentant du ministère, je pense que le militantisme est important, et je parle à titre personnel, je tiens à le rappeler, et j'invite tous les gens qui souhaitent s'engager pour les causes que je défends dans mon portefeuille professionnel à le faire. Mais, merci pour ce point de vue. Rachid, je me tourne vers vous aussi, puisque vous nous parliez, dans le domaine agricole, il y a des controverses nombreuses, il y a du militantisme également, il y a des prises de parole citoyennes. Est-ce que vous appuyez cela, parfois en contradiction avec d'autres politiques publiques dont vous faites la promotion? Complètement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'objet agricole est par essence un terrain de la controverse. Qu'on le vive dans un établissement de l'enseignement agricole, qu'on le vive lorsqu'on développe des politiques de développement agricole, il y a des syndicats, il y a des agriculteurs, il y a des entreprises, il y a des institutions, il y a les institutions de recherche, d'innovation, etc. Donc je donnais cet exemple, par exemple, qu'on fait avec le CFSI, mais je pourrais en donner plein, en fait. Alors, comment on gère la controverse? Parce qu'en fait, on est attaché, pour répondre à cette question, à croiser le maximum de regards. Comme ça a été rappelé par Lucas à l'instant, on est très attaché à l'accueil de services civiques dans l'enseignement agricole, parce que c'est une situation aussi de reposer la question de l'international, parce que comment innover, comment se poser des bonnes questions, comment traiter les problématiques ici en France si on ne les confronte pas à ce qui se passe ailleurs, sinon on reste dans son petit bocal de poisson rouge. Maintenant, c'est comment on la gère, cette controverse. Et ce qui est fondamental, c'est que c'est là où peut-être il faut se ramener à des fondamentaux de l'éducation. Eh bien, c'est comment on s'assure que l'information est de qualité. Pas de problème pour faire du militantisme, mais comment on s'assure que l'information est de qualité, qu'elle est validée, qu'elle est fiable, qu'elle est scientifiquement étayée, etc. Et c'est ça qui doit se faire dans un appareil de formation, c'est s'assurer que les éducateurs, qui changent de métier en réalité, parce que sur les difficultés, par exemple, qui étaient pointées tout à l'heure, il y a peut-être une difficulté autour de l'accompagnement d'un changement de métier, qui est le métier, je ne sais pas, d'éducateur, de formateur, etc. Et c'est une chose d'être sur une approche disciplinaire que d'aller vers une approche capacitaire, par exemple, sans rentrer dans les détails, ou basée sur la compétence. Mais tout ça, voilà, peut-être que là, il y a une difficulté, ça a été dit ce matin, il y a une espèce parfois peut-être de plusieurs stratégies, est-ce qu'il n'y en a pas qu'une? Tout à l'heure, la question qui a été posée, est-ce qu'il y a une stratégie claire? En fait, il y a des stratégies claires. Et ce qui est intéressant, la bonne nouvelle, ça sera peut-être le dernier chapitre, c'est comment, et ça a été dit par Lucas tout à l'heure, on se donne les moyens d'échanger de façon multi-acteurs et de s'assurer que dans ces stratégies, parfois chacun dans nos secteurs, eh bien, on dialogue. L'autre bonne nouvelle, c'est que, et ça a toujours existé, si on parle qu'entre ministères, il y a de l'interministérialité en permanence. Alors, ça fonctionne plus ou moins bien, mais ça existe. C'est important de le mentionner. Donc, comment on gère la controverse, comment on gère le militantisme? C'est aussi en se donnant de la méthode de travail. Mais maintenant, c'est vrai qu'un des gros enjeux, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. L'autre bonne nouvelle peut-être, mais c'est aussi une difficulté, c'est qu'il se passe énormément de choses. Ce que vous avez mentionné tout à l'heure, madame, il se passe énormément de choses. Mais comment on donne de la visibilité à tout ça? Comment on se donne les moyens de évaluer, capitaliser,
rendre visible. Moi, je peux vous dire que dans l'enseignement agricole, il se passe énormément de choses. On n'a pas la pleine connaissance de tout ce qui se passe. Et si on avait ne serait-ce que, je dirais, 30% de la connaissance de ce qui se passerait, on se rendrait compte qu'en fait, on produit de l'effet, on produit de l'impact sur le terrain, ici et dans les territoires ailleurs. Et c'est ce travail-là, peut-être aussi, qu'on ne fait pas suffisamment bien. Donc ce travail-là, vraiment, donc on fait l'effort, ça a été dit tout à l'heure, de mener des exercices de suivi, d'évaluation. C'est compliqué. Après, pour prêcher pour ma paroisse de l'enseignement agricole, ce qui est absolument intéressant à noter dans l'enseignement agricole, et peut-être qu'on ira sur le troisième chapitre, c'est que on a dans nos campus agricoles, eh bien, on a un terrain de travail, un terrain où il y a du temps, il y a de l'espace, il y a des moyens, on a une exploitation agricole, on a une plateforme de transformation. Et on travaille, peut-être que je m'arrêterai là pour montrer l'approche intégrée et de sortir des silos, la manière dont même l'appareil de formation agricole et rurale est conçu, comment il est partagé à l'international, il répond à une approche intégrée qu'on pourrait, pour faire écho à farm to fork, je ne sais plus comment on dit, de l'étable à la table, de la fourche à la fourchette, eh bien cette approche-là du cartable à la table. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a cette construction-là et cette mise en œuvre-là qui consiste à faire le lien avec les acteurs de la recherche, avec les acteurs de l'innovation. Donc comment on s'assure que les données de la recherche et de l'innovation arrivent dans le dispositif de formation. Donc le lien avec la formation technique et professionnelle est supérieur. Peut-être qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'enseignement agricole, c'est la formation technique et professionnelle, mais c'est aussi les écoles agronomiques, vétérinaires, c'est des masters, c'est des thèses, c'est un tas de choses. Et ensuite, comment on fait le lien avec l'installation des agriculteurs, l'entrepreneuriat, la question du secteur le lien avec le secteur privé a été dit tout à l'heure, et puis le développement des chaînes de valeur fondamentales. La loi Egalim a été mentionnée tout à l'heure. Enfin voilà, donc c'est pour montrer cette approche intégrée-là, il est vraiment important de l'avoir à l'esprit, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on met en œuvre. Peut-être quelques éclairages aussi sur le lien avec le privé et peut-être des perspectives de s'améliorer, parce qu'il y a un principe de réalité, on est confronté à des limites de moyens. Même si on répond à ces limites de moyens par une approche, une autre représentation de nos métiers et une autre mise en œuvre de nos métiers. Mais la question des moyens, c'est aussi le lien peut-être avec le secteur privé. J'arrêterai là-dessus. Quel est le système de gouvernance de l'enseignement agricole? Le président du conseil d'administration de l'enseignement agricole, ça n'est jamais le directeur du campus agricole. C'est quelqu'un du monde privé. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est un éclairage assez intéressant pour montrer qu'il y a un dialogue en permanence. Et même les curricula que l'on développe sont faits avec un dialogue avec le secteur privé. Pourquoi? Parce qu'on développe ce qu'on appelle l'approche par compétences, donc capacitaire et pas disciplinaire, pour former à des métiers. Et ces métiers-là, on ne peut les identifier qu'en travaillant avec le monde professionnel. Et donc du coup, ce que l'on fait, et ça répond à des questions, des réflexions qui ont été posées ce matin en disant, voilà, toutes ces notions, on dit connaissance, compétences, etc. En fait, c'est relativement simple. Hein. L'ingénierie de formation, quand on travaille, quand on parle de compétences, il y a 3 dimensions. Il y a ce qu'on appelle des connaissances, des savoir-faire et l'attitude. Et à partir de là, quand on est réellement compétent que quand on a les 3 piliers. Et quand on prend le dernier pilier de l'attitude, ben vous voyez que c'est un champ ouvert même au travers de la formation, sans aller imaginer des temps hors scolaires, etc. Mais déjà là, il y a un champ énorme de dire si on travaille sur l'attitude, eh bien, c'est toutes les soft skills, etc., etc. Donc, on n'est pas là pour former, in fine, des techniciens ou des ouvriers agricoles, par exemple, mais on est là pour former des citoyens éclairés pour faire leur choix de vie, pas que des choix professionnels. Voilà. Merci beaucoup pour votre enthousiasme et votre pédagogie sur ces politiques publiques. Je retiens des mots-clés là, sur les défis et les problématiques qui nous amènent tout de suite à la 3e séquence que je vais devoir mener tambour battant parce qu'on fait ça en une minute à peine. Vous avez mis en avant des enjeux de lisibilité, des enjeux de cohérence, de dialogue. Et des espaces de dialogue sont souvent réclamés. Il y a un point qui nous amène à la 3e séquence du dénouement dans cette pièce de théâtre. C'est un point qui a été évoqué et que je ne peux pas, sur lequel je suis obligé effectivement de souligner l'importance, c'est la question de l'évaluation finalement de ces politiques publiques qui sont foisonnantes, vous l'avez dit, qui mettent beaucoup d'énergie, enfin beaucoup d'acteurs en synergie les uns avec les autres.
en une seule intervention d'1 minute maximum, en quoi l'évaluation permet-elle de sortir, toute chose égale par ailleurs, des problématiques qu'on vient d'évoquer aujourd'hui? Vous avez 1 minute. Même moins, parce que je vois Agathe qui me fait des signes menaçants. Peut-être dire déjà quelle est la complexité de l'évaluation. Quand on fait de l'évaluation, on évalue un minimum 3 niveaux. Le niveau individuel, c'est-à-dire est-ce que nos apprenants ont bien acquis les compétences, etc. Le niveau organisationnel, c'est-à-dire le centre de formation, l'appareil de formation, comment il fonctionne et ce qui produit les effets au regard d'une stratégie d'établissement établie. Et c'est des sujets sur lesquels les établissements travaillent. Il y a des stratégies d'établissement. Et finalement, le niveau institutionnel. Donc, vous voyez qu'il faut imaginer tous ces niveaux d'évaluation. Maintenant, la difficulté, c'est est-ce que l'acteur public est un professionnel de l'évaluation? Ma conviction, c'est que, pour travailler au ministère de l'Agriculture, ma conviction, c'est que l'acteur public intègre cette culture déjà et la met en œuvre de plus en plus à différents niveaux. Alors, pas forcément seul, avec des acteurs extérieurs. On fait souvent appel à des acteurs extérieurs pour ça, parce que c'est toujours bien de pouvoir faire appel à des acteurs extérieurs. Mais ce travail-là est en cours, ça c'est certain. Ok, merci. Oui. Peut-être très vite pour conclure, parce que ça me fait penser voilà, c'est important de souligner le rôle de l'Institut national de la jeunesse et l'éducation populaire, l'INJEP, voilà, qui est un peu le laboratoire qui est rattaché à la DIAVA, mais qui est un laboratoire des politiques de jeunesse, qui évalue, mais qui produit aussi des données sur lesquelles les ministères notre ministère va s'appuyer pour pouvoir voilà, répondre aux besoins des jeunes. Et la question de la transition écologique, par exemple, c'est aussi une thématique qui est abordée au sein de l'INJEP. Il y a un article, enfin, il y a vraiment, c'est une thématique qui est porteuse, hein, forcément, puisque les jeunes s'intéressent de plus en plus à cette question-là. Et donc voilà, il y a vraiment, comment les jeunes, quel rapport ils entretiennent avec la question climatique, l'activisme des jeunes activistes du climat. Et voilà, donc l'INJEP, c'est vraiment un institut qui est très important pour connaître les politiques de jeunesse, pour savoir, voilà, qui analyse et qui évalue aussi les politiques de jeunesse, mais qui va beaucoup plus loin, qui produit des données aussi. Voilà. Merci, vous avez raison et je prendrai ce mot de la conclusion, sinon je risque effectivement de me faire plus que tirer les oreilles. En vous remerciant, vous le soulignez là sur ce dernier point, l'importance justement pour faire face à ces différentes problématiques de l'enchevêtrement des politiques publiques autour des éducations A, de prendre les mesures d'impact, les logiques d'observatoire, de données, les logiques d'évaluation de ces politiques publiques. Je retiens aussi, ce sera mon dernier mot, que je suis parti de cette table ronde, je pense comme beaucoup de mes collègues dans la salle, avec des a priori, en me disant, bon, tout ceci fonctionne en silo, son dispositif, sa politique publique, ses acteurs, ses cibles, etc. J'en ressors en me disant, finalement, à regarder de plus près, et je sais qu'il y a des chercheurs dans la salle, c'est moins évident qu'il n'y paraît, et mon hypothèse de départ est certainement erronée. Il y a du dialogue interministériel, Lucas, vous le rappeliez en mentionnant la brochure qui évoque ce dialogue interministériel sur ces enjeux. Je crois aussi que ça donne un message positif aussi à nos acteurs dans la salle pour dire chacun y a reconnu son institution, son ministère, son acronyme, mais qu'il y a finalement bien d'autres qui seraient aussi des espaces de dialogue, de financement, de co-construction de ces politiques publiques. Ils nous sont accessibles aujourd'hui et je crois que c'est une piste aussi intéressante à creuser à l'avenir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive. Merci.